Fond de Latte. L'argent rend fou. Et une fois de plus, vous allez en avoir la preuve. Je vais vous raconter une affaire de 1931 à Marseille. L'histoire d'un presque député dont on découvre qu'il est un tueur en série. Il a tué 3 personnes et sans doute 5 pour l'argent. Rien que pour l'argent. Cette histoire, je vais la débriefer avec Charles Bottarelli, qui a tiré de cette histoire un roman très réaliste qui s'appelle « Un assassin si distingué » aux éditions Phénix d'Azur. Cette interview est disponible dans un autre podcast. Voici l'affaire Alexandre Sarré. La réalisation est signée Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Nous voilà au mois de mars 1931 à Marseille. Une journée radieuse. Les terrasses sont bondées. Et moi, je vous emmène assister à une drôle de scène. Sur l'avenue du Prado, il y a une jeune femme qui marche. Environ 30 ans, blonde, jolie, souriante. Jusque-là, tout va bien. Soudain, un homme s'arrête devant elle. « Catherine ? Mais c'est pas possible !» Et elle, d'un coup, comme paniquée, elle s'enfuit en courant. Et l'homme se lance à sa poursuite. Mais, avec la foule, il la perd de vue. Alors il court au commissariat. « Je viens de voir un fantôme. » « Un fantôme. Un homme bon. Va falloir m'expliquer. » Mais c'est une de mes amies. Elle est censée être morte depuis quelques semaines. Et là, je viens de la croiser dans la rue. Vous dites qu'elle est morte? Oui, j'étais à son enterrement. Alors elle est ressuscitée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le nom de cette jeune femme? Catherine Schmitt. L'histoire est folle dingue, mais le type n'a pas l'air fou. Et le dossier file donc dans les mains d'un policier en charge des escroqueries. Et quand il voit le nom de cette morte qui ne serait pas morte, Catherine Schmitt, il se dit tiens, j'en ai déjà entendu parler de celle-là. Un assureur qui est venu porter plainte il n'y a pas longtemps. Cette Catherine Schmitt était l'une de ses clientes. Elle avait souscrit chez lui une assurance sur la vie. Et comme elle était morte, quelqu'un s'est présenté pour toucher l'assurance. Normalement, ça aurait dû être sa mère, mais c'est sa sœur qui est venue, avec une procuration de la vieille maman. Elle a expliqué que sa mère avait du mal à se déplacer, qu'il n'y avait qu'à lui donner l'argent et qu'elle le lui remettrait. Mais l'assureur a trouvé ça louche, et c'est pour ça qu'il est venu porter plainte. Et maintenant, la morte serait ressuscitée. Quelle histoire! Le commissaire se lance dans une petite enquête. Et il découvre qu'avant de mourir, Catherine Schmitt a souscrit non pas une, mais 7 assurances sur la vie, auprès de 7 compagnies d'assurance, pour un montant total de 1 700 000 francs. Ça déjà c'est louche. Ça sent l'arnaque. Et figurez-vous qu'hormis le dernier qui a eu un doute, tous les assureurs ont versé l'argent. Et vous vous souvenez à qui vous avez versé cet argent? Il est parti à Madame Rose Schmitt, la mère de la défunte. À quoi ressemblait-elle? C'était une vieille femme. Elle était en deuil, tout en noir avec une voilette. On n'a pas trop parlé, hein. Elle disait qu'elle parlait mal le français. Mais parmi les 6 assureurs qui ont payé, il y en a un qui a noté un curieux détail. La dame à qui j'ai donné l'argent. J'ai été surpris parce que elle avait l'air vieille. Mais elle avait des mains qui n'étaient pas les mains d'une personne âgée, vous voyez? Ça alors? Mais quelle histoire! Et voilà que maintenant la morte ne serait pas morte. Évidemment, les policiers s'intéressent à la sœur de cette pauvre Catherine Schmitt, celle qui a tenté d'embrouiller le 7e assureur avec sa procuration en bois. Elle s'appelle Philomène. Bonjour madame, nous avons un mandat pour procéder à la perquisition de votre appartement. Il fouille. Et qu'est-ce qu'il trouve?
Et bientôt l'attirail pour se déguiser en vieille femme. Robe noire, voilette de veuve, perruque grise. Vous commencez à entrevoir ce qui s'est passé. La coquine s'est faite passer pour sa mère. Et elle a donc empoché l'assurance sur la vie de sa sœur décédée. Qui donc ne serait pas décédée? Mais quel sac de nœuds! Philomène Schmitt est amenée à l'évêché, le commissariat central de Marseille. C'est une femme aux traits durs, sèche comme un coup de trique, avec des yeux qui lancent des éclairs. Ma sœur est morte, je vous dis. Vous n'avez qu'à aller au cimetière si vous ne me croyez pas. Alors pourquoi avoir utilisé une fausse procuration? Si tout était en règle. Ma mère est malade. J'ai eu peur qu'elle puisse pas récupérer son argent. J'ai improvisé. Et c'est pour ça que vous vous êtes déguisé. Pour vous faire passer pour elle. Ça, c'était un mensonge. J'ai fait une fausse procuration pour toucher l'une des assurances parce que ma mère était malade. Mais les autres, c'est ma mère elle-même qui a fait les démarches. Jamais j'ai cherché à me faire passer pour elle. Je me suis pas déguisé, comme vous dites. Et comme à la fin de son interrogatoire, personne ne la croit, Philomène Schmitt est expédiée en prison. 2 jours plus tard, une femme se présente à l'accueil de l'hôtel de police. Et pas question de s'épancher auprès du planton. Elle veut parler au commissaire en personne. Alors, va pour le commissaire. Il paraît que vous avez quelque chose à me dire de très important. Je vous écoute. Et d'abord, qui êtes-vous? Je m'appelle Catherine Schmitt. Comment? Je m'appelle Catherine Schmitt. La morte vient de ressusciter officiellement. Si vous êtes Catherine Schmitt, madame, nous allons avoir une petite conversation intéressante. Puisque vous êtes vivante et que vous avez été enterrée, qui est mort à votre place? Parce que moi, j'ai un certificat de décès et j'ai un corps dans une tombe. Eh bien, la morte, c'était une tuberculeuse, Magali Herbin, qu'elle s'appelait. Elle était au bout du rouleau. Et pourquoi avez-vous fait croire que vous étiez morte? C'est ma sœur qui a tout organisé. Elle me disait qu'on aurait de l'argent et qu'on serait plus pauvre. Je suis misérable, monsieur le commissaire. Catherine Schmitt, revenue d'entre les morts, rejoint sa sœur en prison. La sœur, Philomène, est à nouveau sur le grill. Elle ne peut plus raconter de faribole. Et elle reconnaît sans problème que quand la tuberculose qui s'appelait Magali Herbin est morte, eh bien elle l'a fait passer pour sa sœur. Et que munie du certificat de décès, elle a capté l'argent des assurances sur la vie. Voilà. C'est pas l'affaire du siècle. Mais c'est une belle escroquerie. Le lendemain, un entrefilet sur cette affaire paraît dans le journal local. Et c'est le début d'une autre histoire. Parce qu'à Aix-en-Provence, un certain Marcel Poncel lit la nouvelle dans le journal. Les sœurs Schmitt? Arrêtez? Oh, poudu! Il prend immédiatement le train pour Marseille et il débarque au commissariat. Il veut parler au commissaire. Décidément, c'est à la mode. Monsieur le commissaire, j'ai lu le journal et j'ai vu que les sœurs Schmitt avaient été arrêtées. Alors je me suis dit que peut-être, maintenant, on allait me croire. Et croire en quoi, monsieur? Mais c'est une histoire, ça fait au moins 6 ans que je la raconte aux gendarmes et aux juges. Ils m'ont jamais cru. Mais de quelle histoire parlez-vous, monsieur? Eh bien, les sœurs Schmitt, celles que vous avez arrêtées, elles ont assassiné quelqu'un chez moi, dans ma villa. Assassiné? Chez vous? Oui, monsieur le commissaire. Et elles ne l'ont pas fait toutes seules. Elles avaient un complice. Un complice? Et qui ça? Monsieur Sarret. Ça vous dit quelque chose, monsieur Sarret? Sarret? Alexandre Sarret? L'avocat? Celui qui se présente comme député? Lui-même, monsieur le commissaire. Le commissaire se gratte la tête. À partir de maintenant, il marche sur des œufs, car Alexandre Sarret n'est pas n'importe qui. Son vrai nom, c'est Alexandre Serraceni. Et c'est un avocat d'affaires très connu à Marseille. Massif, la tête d'un taureau de corrida, et riche.
Il se présente dans 1 mois à la députation, avec de bonnes chances d'être élu, en plus. Donc, prudence, prudence. Continuez, monsieur, mais soyez conscient que porter de telles accusations est très grave. Et je le sais pardi tellement grave que depuis 5 ans, personne ne me croit. Eh bien, moi, je vous écoute. Allez-y. Bon, je la raconte une fois de plus, mon histoire. Et il raconte. Ça s'est passé il y a 6 ans, en 1925. Il a loué sa villa au Sir Schmidt, une villa à flanc de coteau à 6 km d'Aix. Et il dit qu'Alexandre Sarret était tout le temps fourré chez elle. Et pour cause, d'après lui, Sarret est l'amant de Catherine, la ressuscitée. Et il ajoute que de temps en temps, il met aussi un petit coup à sa sœur, Philomène. On ne prête qu'aux riches. Et là où ça se corse, c'est quand il explique que quand il a récupéré la maison, il a remarqué des choses bizarres. Les tapis étaient comme brûlés, vous voyez, rongés. Et puis dans le jardin, j'ai trouvé un soulier de femme caché, tout rangé, comme si on avait jeté du vitriol dessus. Et puis il y avait une odeur piquante, je dirais. Et dans le jardin, les plantes étaient comme noircies, brûlées. Et c'est là que j'ai trouvé des boulettes. Des boulettes, je vous explique. Autrefois, le monsieur était expert agricole spécialisé dans le bétail. Et il raconte que parfois, quand on abattait une bête, eh bien, on traitait la carcasse à l'acide pour la dissoudre. Acide qui se présentait sous la forme de boulettes. Eh bien, après le passage des Sir Schmidt, j'ai trouvé dans mon jardin les mêmes boulettes noirâtres que celles que j'utilisais à l'époque pour dissoudre les carcasses de vaches. Les mêmes. Alors je me suis dit que Sarret et les Sir Schmidt avaient assassiné quelqu'un chez moi et dissous son corps dans l'acide. Et vous avez parlé de ça aux gendarmes? C'est ça? Oh que oui, mais comme maître Sarret c'est quelqu'un d'important, eh bien on m'a pas cru, on m'a pas écouté. Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'arrestation des 2 Sir Schmidt dans le journal, j'ai bondi dans le train pour venir vous voir. Dès que monsieur Poncel a tourné le dos, le commissaire décide de s'intéresser à Alexandre Sarret. Prudemment, discrètement. Il découvre qu'il a été marié 2 fois et qu'il a divorcé 2 fois. Il a 2 filles. L'aînée lui sert de secrétaire. Et ce n'est pas un avocat qu'on voit en robe au palais de justice. Il ne plaide pas, maître Sarret. C'est un avocat d'affaires. Et ça n'est pas la première fois que la police lui tourne autour. On lui prête des escroqueries et des captations d'héritage. Mais jusque-là, on n'a jamais rien pu prouver. Il n'a jamais été condamné. Bon alors, je vous confirme, commissaire, que le monsieur qui est venu vous voir n'a pas menti. Il fréquente bien les Sir Schmidt, depuis 1920. Elles sont arrivées à Marseille pauvres. 2 Allemandes de Bavière, simples couturières. Et le jour où elles l'ont rencontré, disons que leur sort s'est considérablement amélioré. Hein. Ils ont acheté une maison, elles se sont mises à voyager, elles ont acheté de belles robes. Bref, ils sont vraiment proches au commissaire, tous les 3. Sarret et elle. Le commissaire décide de sortir les 2 sœurs de prison pour voir ce qu'elles ont dans le ventre. Il commence par interroger Catherine, la ressuscitée d'entre les morts. Mademoiselle, vous avez avec votre sœur loué la villa l'Ermitage à Aix-en-Provence. Vous vous en souvenez de ça? Oui. Un certain Alexandre Sarret, vous y rejoignez. Ça aussi, vous vous en souvenez. Maître Sarret, c'est un ami. C'est lui qui m'a présenté mon mari. Malheureusement, le pauvre est mort. Maître Sarret nous a beaucoup aidés, ma sœur et moi. Il s'est passé quelque chose, hein, durant votre séjour à la villa? Quelque chose? Non, rien d'extraordinaire. Il ne va pas plus loin, et il passe à Philomène, l'aînée. Et c'est troublant, elle raconte la même histoire. Elle connaît Sarret, lui aussi lui a présenté son mari, lequel mari lui aussi est mort. Elles n'ont pas de chance, les 2 sœurs. Veuves, toutes les 2. Quelle tristesse. Dans la foulée, le commissaire décide de convoquer l'avocat. C'est courageux de sa part, un presque député.
Maître Sarré s'assoit dans son bureau, cheveux en brosse, visage carré, cou puissant. Un homme d'action. Alors, monsieur Sarré, est-ce que vous connaissez les sœurs Schmitt? Oui, monsieur le commissaire. Oui. J'ai aidé ces pauvres femmes. Elles ont eu bien du malheur. Et comment est-ce que vous les avez aidées? J'ai arrangé leur mariage avec 2 de mes clients. Des mariages blancs, donc. Oui. Mais il y a prescription. Reconnaissez-vous avoir séjourné avec les sœurs Schmitt dans la villa l'Ermitage à Aix-en-Provence? Et là, Alexandre Sarré marque un temps d'arrêt. Assez long. Oui. Je crois que je vois où vous voulez en venir. J'ai commis un crime, là-bas. Et petit-on, il a flanché d'un coup. En août 1925, j'ai tué un homme, un dénommé Chambon, un maître chanteur. Il me faisait chanter, il m'a menacé. Voilà. C'était un prêtre défroqué, c'était un individu néfaste. On s'est battu, le coup de fusil est parti. C'est un accident. Il raconte ça comme si il avait arraché de mauvaises ronces dans son jardin. Il a tué un homme, mais ne vous inquiétez pas, il était néfaste. À ce moment-là, le commissaire décide de faire revenir dans son bureau Catherine Schmitt. Quand elle débarque, elle a 28 ans, elle a l'air d'en avoir 40. La prison ne lui a pas réussi. Alexandre Sarré, madame, vient d'avouer qu'il a tué un homme dans la villa d'Aix-en-Provence. Chez vous, autrement dit. Vous confirmez? Non. Il n'a pas tué un homme. Il a tué 2 personnes. Un homme et une femme. C'était un guet-apens. C'est lui qui l'a monté. 2 personnes. Nouveau rebondissement. Mais quelle bouillabaisse cette affaire. Quelle bouillabaisse. Et Catherine raconte comment Sarré a choisi la villa avec elle et sa sœur. On a d'abord trouvé une maison à Marseille. Mais il y avait des voisins et il y avait un chien qui aboyait. Alexandre a dit que ça n'allait pas. Et l'Ermitage, c'était parfait. Il a juste demandé qu'on mette une baignoire. Il n'y en avait pas. Et elle raconte qu'un jour, Louis Chambon, l'individu néfaste qui a fini dans l'acide, débarque à la villa. Et qui est ce Chambon, mademoiselle Schmitt? Je sais pas. Il est avec Sarré dans tout un tas d'affaires louches. Et qu'est-ce qui lui est arrivé alors? Eh bien, je l'ai fait monter à l'étage. On est entré dans la pièce. Alexandre, il était caché derrière un paravent. Il est sorti et il l'a tué au fusil de chasse. Et voilà. Et la deuxième victime alors? Qui est-ce? Noémie Balandreau. C'était la maîtresse de Louis Chambon. Le lendemain, Alexandre l'a invitée à la villa. Je suis allé la chercher en taxi à Marseille. Quand elle est arrivée dans le salon, on lui a offert une limonade. Moi, comme Alexandre me l'avait dit, je suis sorti faire tourner le moteur d'une moto pour couvrir le bruit du coup de feu. Et il l'a tué avec un revolver. Et il m'a dit, j'ai pas pu faire autrement. La suite est terrifiante. Alexandre Sarré va à Aix-en-Provence et il revient avec 4 bonbonnes d'acide sulfurique, 100 litres. Il les met tous les 2 dans la baignoire toute neuve et il verse l'acide. Et après, comme un cuistot avec une longue perche, il touille. Et bientôt, il n'y a plus qu'une bouillie puante. Il a remis de l'acide pendant plusieurs jours. Et après, moi, lui et ma sœur, avec des seaux, on a vidé la bouillie dans les toilettes et le liquide dans le jardin. Et vous n'avez pas pensé à dénoncer Alexandre Sarré? Il nous a menacés, ma sœur et moi. Il disait la villa a été louée à votre nom. Je suis un homme puissant. On ne vous croira pas. La villa est fouillée de fond en comble. Et sur le mur, dans la pièce où Louis Chambon est censé avoir été abattu à coups de fusil, on trouve des traces de sang.
Et aussi des tapis brûlés qui partent au laboratoire. Et les policiers retrouvent la trace de l'achat par Sarré de 100 litres d'acide. Mais il reste une question. Pourquoi a-t-il tué Chambon et accessoirement sa maîtresse? Eh bien la réponse la voilà. Chambon était un usurier. Il prêtait de l'argent, en général avec des intérêts faramineux. Et on avait intérêt à le lui rendre. Sarré l'a tué pour prendre sa place. Après sa mort, il l'a fait vivre. Il a dit aux gens, il est parti en Suisse, je m'occupe de ses affaires. Et donc il s'est mis à collecter l'argent que les gens devaient à Chambon. En 6 mois, il s'est fait 200 000 francs. Le voilà le mobile. L'argent. Cet homme est dévoré par l'envie d'argent. Et d'ailleurs la fausse mort de sa maîtresse Catherine. L'argent, il a fini dans ses poches. Ça aussi, c'est lui qui l'a organisé. Il reste une affaire à éclaircir. Les 2 sœurs Schmitt ont perdu leur pauvre mari, toutes les 2. Les a-t-il tuées, eux aussi? On sait, c'est lui qui l'a reconnu, qu'il s'agissait de mariage blanc. Mariage qu'il a monté lui-même pour, soi-disant, aider les 2 sœurs allemandes à s'installer en France. Sur le papier, c'est généreux. Mais en vérité, c'est une escroquerie de plus. Il a choisi des maris vieux et en mauvaise santé. Ensuite, il leur a fait contracter une belle assurance sur la vie. Et quand la compagnie d'assurance a demandé une visite médicale, il a envoyé un complice, en pleine forme. Et puis les maris sont morts, et Sarré a récupéré l'argent des assurances. Mais alors de quoi sont-ils morts, ces vieux maris? De vieillesse? Ou est-ce qu'on les a aidés? Est-ce que c'est juste une escroquerie? Ou bien un double meurtre? Je sais pas vraiment comment on va le savoir, ça, commissaire, hein? Parce qu'on va pas pouvoir déterrer les cadavres. Figurez-vous que les 2 sœurs, on les a mis toutes les 2 à la fosse commune. C'est beau, l'amour. Hein? C'est beau. Autant vous dire que l'arrestation d'Alexandre Sarré fait un sacré raffut à Marseille. Et ça délie les langues. Un médecin, par exemple, se présente à l'évêché. Il m'a proposé de l'argent pour établir un faux certificat de bonne santé pour un mort. Est-ce que ça ne serait pas pour cette Magali Herbin, cette jeune tuberculeuse morte et enterrée à la place de Catherine Schmitt? Est-ce qu'elle est vraiment morte de tuberculose? On exhume son corps et dans son organisme, les médecins retrouvent du sel de zinc, un poison mortel. La figurante de la mort de Catherine Schmitt a donc été empoisonnée à petit feu. Donc, si on exclut les 2 vieux maris dont on ne pourra jamais prouver qu'ils ont été assassinés, Maître Sarré et les 2 sœurs auraient donc tué 3 personnes. Va-t-il avouer ça? Le voilà dans le bureau du juge d'instruction, calme, sûr de lui, tranquille. Avez-vous tué Louis Chambon et Noémie Balandreau, monsieur Sarré? J'ai tué Louis Chambon, mais je vous l'ai dit, c'était un accident. Mais je n'ai pas tué Noémie Balandreau. Catherine et Philomène Schmitt vous accusent de ce crime, pourtant. Bien sûr. Mais c'est sans doute elles qui l'ont commis. Et concernant Chambon, qu'est-ce que vous avez fait du corps? Vous l'avez dissous dans l'acide? Non. Mon Dieu, non. Après l'avoir tué, moi je suis parti. Je n'ai jamais plus remis les pieds à la villa. Donc selon vous, ce sont elles qui ont dissous le cadavre de Louis Chambon dans l'acide? Je ne sais pas, mais elles en sont parfaitement capables. Concernant Chambon, il a dit que c'était un accident. Rien n'est moins sûr. Les 2 sœurs viennent de faire passer au commissaire une lettre que Chambon a écrite à Sarré avant sa mort. Je vous la lis. Je t'ai aidé dans tes sales combines. Et tu as gardé l'argent de l'assurance après la mort de la Schmitt. Tu es trop gourmand, hein, Alexandre. Il faut que tu partages. Et donc Sarré l'a éliminé pour ne pas partager. Et on peut imaginer qu'il a tué Noémie Balandreau dans la foulée pour qu'elle n'ameute pas la police sur la disparition de son compagnon. En attendant, le juge qui est au bout de son instruction peut s'asseoir sur des aveux circonstanciés.
Qu'importe. Il veut les renvoyer devant les assises. Alexandre Sarret, qui connaît toutes les ficelles de la procédure, tente 1000 manœuvres pour échapper à un procès. Mais il n'y parvient pas. Son procès et celui des sœurs Schmitt s'ouvrent devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence le 23 octobre 1933. Dans le box, il apparaît frais comme un gardon. Et d'entrée, il accuse les 2 sœurs de tous les crimes. Enfin, pourquoi voulez-vous croire toujours les sœurs Schmitt et moi jamais? Que faut-il donc faire pour être cru? Faut-il être allemand et pleurnicher? N'empêche qu'à la fin, l'avocat général réclame sa tête. Il est le grand organisateur des crimes. Il n'a tué que par cupidité. Rendez-vous compte, il est allé jusqu'à refuser une sépulture à 2 de ses victimes. C'est un assassin conscient de ses actes, éclairé sur leur portée par le serment qui prêta jadis en tant qu'avocat. Il ne mérite aucune pitié. C'est le châtiment suprême que je requiers contre lui. Marché conclu. Le jury condamne Alexandre Sarret à mort. Et les 2 sœurs à 10 ans de prison et au bannissement de France. La tête d'Alexandre Sarret tombe sous la lame de la guillotine le 10 avril 1934. Je vous ai raconté l'affaire Alexandre Sarret, du nom de cet avocat escroc qui, en 1931 à Marseille, s'avère être un tueur en série qui a tué au moins 3 personnes, et sans doute 5, en instrumentalisant 2 sœurs immigrées allemandes, les sœurs Schmitt. Crime pour lequel il a été guillotiné, et une histoire qui, il y a quelques années, vous a inspiré pour en tirer un roman, Charles Bottarelli, un roman qui s'appelle Un assassin si distingué, paru aux éditions Phénix d'Azur, et je signale votre dernier livre, L'honneur de Benjamin Hulmeau, aux éditions Sud-Arène. Je précise, Monsieur Bottarelli, qu'il y a eu un livre, et il y a eu un film sur cette affaire, avant que vous-même ne vous penchiez dessus. Hein. Le film, c'est Le Trio Infernal. Ouais. Je n'ai pas vu, d'ailleurs. De Francis Giraud, c'est ça? De Francis Giraud, oui. Sorti en 74, c'est Piccoli qui jouait Alexandre Sarret. Qui jouait Sarret, oui. Oui. Alors vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce dossier? Je précise que vous êtes... Quand j'ai lu cette affaire, quand j'ai lu les comptes rendus officiels, disons, les pièces du procès, je me suis dit qu'on avait là affaire à un personnage absolument exceptionnel, par l'énormité de son culot, l'énormité de son intention délibérément malveillante, que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, que ça méritait un roman, si vous voulez. Et vous êtes allé aux archives consulter le dossier d'instruction? Consulter les archives judiciaires, et parce que ça se situait dans le cadre d'une commande qui m'avait été faite par un éditeur qui s'appelle les éditions de Boré, qui voulait que je fasse un compte rendu sur un certain nombre d'affaires criminelles intéressant la région, le Var et les Bouches-du-Rhône, intéressant la région, donc, et qui auraient été jugées entre le milieu du 19e siècle et nos jours. Donc c'est comme ça que j'étais tombé sur l'affaire Sarret, et que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'en fasse un roman, parce que c'est vraiment énorme. Parce que c'est une affaire qui n'a pas de célébrité dans votre région? De célébrité particulière, non. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel dans le bonhomme, mis à part la violence de son comportement, c'est qu'il était l'amant des 2 sœurs Schmitt. En même temps ou l'une après l'autre, ça j'ai pas pu le définir, mais enfin c'était ses 2 maîtresses, quoi. C'était un ménage à 3 avec 2 sœurs, en quelque sorte. Alors sur ses motivations à lui, on peut résumer les choses ainsi, c'est ce que j'ai fait, il tue pour l'argent. Mais enfin, tous ceux qui aiment l'argent ne tuent pas 5 fois. Donc lui, qu'est-ce qui est son ressort? Qu'est-ce qui le rend à ce point cupide? C'est quoi son histoire? Il veut appartenir à la bonne société marseillaise,
Il fréquente les patrons d'industrie, les hauts fonctionnaires, tout ce qui compte un petit peu dans la ville. Donc il veut se hausser à leur niveau, si vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'il a besoin de se hausser à leur niveau, puisque il est avocat d'affaires? C'est déjà pas mal comme situation. Il a soif d'être connu et reconnu. Donc il fera tout pour ça, et il a bien compris que s'il peut arriver à ça par l'argent. Il y a quand même une raison peut-être un peu plus discrète, mais bien compréhensible, c'est qu'il est originaire de Trieste. Alors Trieste, à ce moment-là, comme vous le savez, c'est nulle part, quoi. C'est ni italien, ni autrichien, ni rien du tout. Et cette soif de reconnaissance, elle est peut-être aussi liée à l'anonymat de son origine. Et il allait vraiment devenir député? Il avait déjà essayé une fois, ça n'avait pas marché, mais il n'était pas exclu que... Oui, c'était pas exclu. Rien ne permettait de penser qu'il serait battu. Il pouvait le devenir. Il est aussi, alors c'est assez finalement intéressant ce que vous nous dites, parce que à la fois il cherche de la légitimité, et donc pour ça il a besoin d'argent, et en même temps son premier argument pour faire taire les deux sœurs, c'est que il est célèbre, qu'il est connu, qu'il est protégé. Oui, effectivement. Et quand on découvre, quand le propriétaire de la villa d'Aix, où ont eu lieu les crimes et la dissolution dans l'acide sulfurique, quand il découvre les traces d'acide sulfurique dans la maison, et qu'on lui dit il faut porter plainte contre le précédent occupant, et il répond mais vous n'y pensez pas, maître Sarré, vous vous rendez compte, c'est pas possible que ce soit lui. Il avait une notoriété bien établie. Alors, lui a été guillotiné. Est-ce qu'on sait ce que sont devenus les sœurs Schmitt? Non, personnellement, non. Je n'ai pas eu la curiosité de me renseigner, donc je ne sais pas. Elles ont été bannies, donc on peut supposer qu'elles ont été expulsées de France. Oui, quoique elles ont essayé de donner des gages de bonne volonté pendant qu'elles étaient là, puisqu'elles étaient employées, elles étaient couturières et elles étaient employées dans un atelier qui confectionnait des vêtements militaires. Donc elles faisaient les vêtements des militaires français qui combattaient leurs propres compatriotes. Alors, si on cherche leur responsabilité, la justice dit qu'elle est marginale, puisqu'elle les condamne à 10 ans de prison chacune. Est-ce qu'elles ont couvert les crimes et les escroqueries? Est-ce qu'elles ont participé à leur organisation? Est-ce qu'elles ont été naïves, dépassées, faibles? Je crois qu'elles ont été manipulées par Sarré, puisqu'elles étaient deux sœurs égarées complètement en France, qui n'avaient aucune ressource propre sauf leur travail, et qui ne connaissaient personne sauf Sarré, et qui par conséquent étaient facilement manipulables. Et comme Sarré était doué pour la manipulation, ça pouvait se terminer comme ça. Donc, au fond, elles ne comprennent pas bien où il veut en venir, mais elles l'accompagnent jusqu'au bout, quoi. Oui, elles n'étaient pas à l'origine des manigances, mais elles les ont accompagnées. Et elles ont vendu leur charme aussi à son égard. Absolument. Et lui exerçait une forme de droit de cuissage, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ils subvenaient à leurs besoins financiers, moyennant le droit de cuissage, oui. Et la complicité dans les escroqueries et les crimes. Oui. Officiellement, il a tué Louis Chambon, il a tué Noémie Balandreau, qui était la maîtresse de Chambon, on a bien compris par nécessité, et il a tué aussi, empoisonné, ils ont tué ensemble la tuberculeuse Magali Herbin. Les maris de ces dames, il n'est pas condamné pour ça, mais on n'a pas beaucoup de doutes. Parce que quand on a découvert les autres crimes, on n'a pas trop cherché apparemment. Ça suffisait pour l'envoyer en assise. Mais
n'a pas trop cherché, parce qu'on dit 3 crimes, il a été condamné pour 3 crimes, mais exactement combien a-t-il commis, on ne sait pas. Parce qu'en particulier, en ce qui concerne les escroqueries à l'assurance, il avait commencé par son propre cordonnier. Un cordonnier chez qui, de temps en temps, il laissait ses chaussures à réparer, qui était un pauvre type gravement atteint par la tuberculose, qui n'en avait plus pour longtemps, et il s'est dit qu'il pourrait lui faire souscrire une assurance vie à son profit. Seulement, au lieu d'envoyer lui à l'assurance, à la visite de l'assurance, à la visite médicale, au lieu de l'envoyer lui, le cordonnier, il avait envoyé un de ses complices qui était aussi son obligé, un ancien charcutier qui avait sauvé sa boutique grâce au conseil de Maître Sarré. Et donc, le charcutier s'est fait passer pour le cordonnier. Le charcutier était en pleine santé, alors que le cordonnier était moribond. Alors, c'est là qu'il s'est aperçu qu'il y avait des choses à faire du côté des assurances vie et du côté de l'escroquerie à l'assurance. Et il en a profité. Et il avait fait ses essais avec le cordonnier. C'est pas le premier à faire ça. C'était à faire signer des assurances sur la vie pour gagner de l'argent. Mais de toutes les histoires que j'ai racontées sur ce thème-là, on a la preuve que si on le fait une fois, ça marche. Mais dès qu'on veut reproduire, on rentre dans un engrenage qui inévitablement conduit à la prison. Oui. Alors, l'usage de l'acide sulfurique pour dissoudre les corps. Au début du XXe siècle, c'est pas courant. Oui, en effet, c'est pas courant. D'autant plus que les compagnies d'assurance entre elles n'ont pas trop de moyens de communication. Il n'y a pas l'usage de l'informatique à l'époque et ça commence à devenir difficile pour lui quand une compagnie qui a été spoliée prévient ses confrères par courrier. L'usage de l'acide sulfurique pour dissoudre les corps. Oui, alors là, je me pose la question parce qu'étant donné que c'est une pratique de la mafia, je ne sais pas si il s'est inspiré de la mafia ou si c'est la même mafia qui a repris sa recette. Mais manifestement, ça marchait pour les vaches. Oui. Est-ce que je peux vous dire, moi, là aussi, sur la base d'histoires que j'ai déjà racontées de cadavres dissous dans l'acide sulfurique, c'est une technique qui est moyennement efficace. Il a quand même eu de la chance, parce que moi, je connais des affaires où on a mis le cadavre dans l'acide sulfurique et puis il est resté plein de morceaux. Oui, parce que, si j'ai bien compris, ça entraîne la fabrication d'une espèce de gelée. Donc, il est difficile de se débarrasser. Les os et la viande terminent en gelée, et puis la gelée est difficile à éliminer. Quelles conséquences sur les élections, vous le savez, ça? Parce que donc le candidat favori file en prison et sous la lame de la guillotine. Ça fait un sacré raffut politique, je suppose. Et oui, ça a secoué la ville. D'autant plus qu'il avait eu quand même la précaution de se constituer un solide réseau d'obligés. Il avait un carnet d'adresses abondamment fourni et c'est sûr que ça a dû ébranler quelque peu la ville. Dernière question. Les deux sœurs sont allemandes. On est en 31, donc pile au milieu de l'entre-deux-guerres, à Marseille. Est-ce qu'il y a un contexte politique international là? Est-ce qu'il y a quelque chose à situer du côté des relations entre la France et l'Allemagne dans cette période particulière? Les deux sœurs dans la presse ne sont plus appelées les Allemandes, mais les Bosch. Ce sont les sœurs Bosch. Donc il n'y a pas de souci, on peut s'essuyer les pieds dessus. Ah oui. Je vous remercie infiniment, Charles Bottarelli, et je renvoie nos auditeurs à votre livre « Un assassin si distingué » aux éditions Phénix d'Azur, qui donc n'existe plus, mais tous les livres désormais ont un avenir sur Internet. Nous, c'est là qu'on les achète. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.